j'ai vu un des pires reportages sur la crypto, en fait, sur le Bitcoin. Ça m'a frappé. J'ai pas le choix, faut que j'en parle, faut que je remette les pendules à l'heure parce que ça n'a aucun sens. Qu'est-ce que c'est dit là? Ok, ça n'a aucun sens. Donc on va regarder ça ensemble. On passe à l'instant. Le Bitcoin est à 67 000 $ américains, s'approche de son sommet de 69 000 $ américains. Vous le voyez sur ce graphique qui a été établi en novembre 2021, hausse de 40 à 45 % en février. On attend aussi un événement important qu'on va vous expliquer dans le calendrier des cryptos le mois prochain. Avec nous, Alexandre Roch, professeur de finance à l'École des sciences de gestion de l'UQAM. Bonsoir. Bonsoir. Le 11 janvier dernier, l'Autorité des marchés financiers aux États-Unis a autorisé l'entrée en bourse de fonds négociés en bourse liés au Bitcoin. Est-ce que c'est ça qui explique la hausse du Bitcoin? Oui, je pense que c'est assez rare qu'on peut vraiment mettre le doigt sur un événement en particulier, mais dans ce cas-ci, la hausse fulgurante, là, vraiment en flèche qu'on a vue depuis un mois, deux, trois mois, là, c'est vraiment lié par rapport à ça. La raison est toute simple, en fait, pour que ces institutions financières-là, ces grandes compagnies comme BlackRock puissent offrir des fonds négociés en bourse. Donc, il faut essentiellement qu'ils doivent d'abord acheter l'actif, mettre ça dans un fonds d'investissement, puis ils vont revendre les parts. Et donc là, c'est ça qu'on voit en ce moment. Ils sont sur les marchés des bitcoins en particulier, là, sont en train d'acheter en très grande quantité. Ça fait en sorte que, bien, étant donné que l'offre est fixe, ça fait beaucoup de demandes, en fait, pour le bitcoin et ça fait augmenter les prix. Est-ce qu'on... Ok, il a raison. Il a raison. Quand l'offre est fixe et que la demande augmente, le prix part à la hausse en bulle. Jusque-là, on s'entend. On s'entend très bien même. Puis il a totalement raison. Là où je commence à moins bien m'entendre, ça arrive bientôt. Donc, on s'attendait à cela de la part de l'évolution. C'est pas étonnant, c'est pas surprenant de voir le Bitcoin s'envoler comme on... Non, c'est ça, on s'y attendait tout à fait. Je pense pas, moi, je m'y attendais pas à ce niveau-là. Ouais. Le fait de revenir à des niveaux historiques de 2021, comme vous l'avez dit, c'est assez surprenant. C'est sûr qu'avant que la SEC fasse son annonce, là, il y avait beaucoup de spéculation à savoir est-ce que ça va vraiment revenir. Là, on n'était pas tout à fait certain. Une fois qu'ils ont fait l'annonce, puis ils l'ont, je dirais pas approuvé parce qu'ils sont très réticents, ils l'ont fait un peu à contre. Tout n'était pas certain, mais moi, j'étais certain. Ils ont été obligés de le faire. Mais une fois qu'ils ont autorisé ces nouveaux produits-là, FNB, sur les bitcoins, on savait que les institutions financières allaient commencer à en acheter de leur côté. Et donc là, c'était prévisible. Ce qui est moins prévisible, c'est jusque où, en fait. Parce ce qu'il faut comprendre, c'est que malgré que c'est un très grand marché, le marché des bitcoins, c'est des milliards de dollars, c'est quand même un marché qui est très peu liquide. C'est un marché qui est très fragmenté à travers toute la planète. Et donc, si une personne d'importante, un investisseur important veut commencer à acheter en très grande quantité des bitcoins, il n'y a pas beaucoup d'endroits où il peut y aller. Puis il n'y a pas beaucoup de liquidité de façon journalière. Donc là, ils sont en train d'échelonner ça sur plusieurs jours, plusieurs mois, pour essayer de créer un fonds là, de Bitcoin. Est-ce que, là, on parle de 11 FNB de Bitcoin, fonds négociés en bourse, en circulation dans le marché boursier américain. Est-ce que l'engouement pourrait amener d'autres firmes à emboîter le pas, selon vous? D'autres firmes, je ne suis pas certain pour l'instant. C'est quand même beaucoup, je dirais, là, pour un marché qui n'existait pas avant ça. Ce qu'on pourrait peut-être voir, c'est des FNB sur d'autres types de crypto-monnaies. Pour l'instant, oui, Ethereum. Là, pour l'instant, on se concentre beaucoup sur Bitcoin. Ça a toujours été le grand compétiteur. Donc, il a raison, des FNB sur Ethereum, je crois que ça va arriver. C'est pour ça que je crois qu'en ce moment, Ethereum, c'est un très bon bet. Par contre, je suis pas d'accord avec ce qu'il dit, qu'il pense pas ou qui ne sait pas qu'il va y avoir d'autres gros joueurs qui vont suivre. Je vous confirme qu'il y a d'autres gros joueurs qui vont suivre très, très bientôt. La figure de proue là, dans le marché des crypto-monnaies, c'est là qu'il y a le plus d'intérêt. Un FNB avec un panier de crypto-monnaies? Un panier potentiellement. Le problème, encore une fois, c'est une question de liquidité. Okay? Donc, ces entreprises-là qui offrent les FNB, ils doivent créer le fonds, ils doivent gérer essentiellement ces actifs-là. Ils veulent s'assurer, premièrement, non seulement que c'est liquide, mais aussi que c'est sécuritaire. Okay? Sécuritaire au niveau de cybersécurité, par exemple. Donc, on veut s'assurer que l'investisseur va toujours avoir accès aux fonds de Bitcoin, là, qui sont toujours là pour de vrai, essentiellement. Et c'était un des points importants là, pour la SEC. Ce qui reste quand même quelque chose d'énormément risqué. Là, je ne suis pas en train de dire que c'est sécuritaire au niveau d'un investissement, mais on veut s'assurer quand même quelque chose de sécuritaire. Donc, c'est pour ça qu'ils sont peut-être plus réticents à aller vers d'autres crypto-monnaies
d'autres qu'on appelle memes, là, des genres de blagues un peu de crypto-monnaies comme Dogecoin, ces choses-là. Je pense que les institutions seraient un petit peu réticentes à aller vers ça. Il y a un événement important qui s'en vient le mois prochain. On appelle ça le halving. Là, on arrive dans mon point. Halving de Bitcoin, c'est-à-dire la réduction de moitié de l'offre. Il y en a eu 3 jusqu'à présent, 2012. Donc, on se souvient tantôt, il a dit quand l'offre est stable puis que la demande augmente, le prix part à la hausse. C'est ce qu'il a dit tantôt. On s'en souvient. J'étais entièrement d'accord avec lui parce que c'est genre les règles fondamentales de l'économie, l'offre et la demande. Quand ton offre est surpassée par ta demande, ça n'a pas le choix de valoir plus cher. 2016, 2020, et là, on arrive à 2024, avril 2024. Il va se passer quoi? Bien, en fait, c'est quelque chose qui est prévu depuis le début. Hein. Ça a été programmé comme ça. Puis juste pour vous expliquer un petit peu, on va juste revenir un petit peu en arrière. Donc, Bitcoin, les crypto-monnaies, c'est des systèmes décentralisés. Ça veut dire qu'en fait, à la base de tout ça, ce sont des mineurs. Ce sont les mineurs qui gardent un historique de toutes les transactions. Et donc, pour faire fonctionner le système, pour les rémunérer, pour les récompenser, à chaque fois qu'un bloc est créé, donc à chaque fois qu'un bloc de transaction est vérifié et créé par un mineur, on le récompense en donnant un certain nombre de Bitcoin. Okay? Et donc, ce n'est pas tant l'offre qui va diminuer, mais c'est juste le nombre de Bitcoin qui va être ajouté à chaque fois qui va être diminué. Donc là, en ce moment, c'est 6 Bitcoin qui vaut, j'imagine, autour de 200 000 à chaque 10 minutes qu'un mineur fait comme profit. Quand ça va réduire au mois d'avril, mais ça va être la moitié de ça. Donc, seulement 3 points quelque chose Bitcoin qui va être donné en récompense à chaque fois qu'un bloc va être créé. Donc, on alimente une forme de rareté. Oui, c'est ça. Le but, c'est essentiellement de stabiliser l'offre. En fait, l'offre est essentiellement déterminée jusqu'à la fin des temps, jusqu'en 2050. Et donc, on veut stabiliser l'offre. Et l'idée originale, c'est de se dire, bien, si on stabilise l'offre, le prix devrait se stabiliser aussi à long terme, ce qui n'est pas du tout le cas, en fait. Parce que du côté de la demande, en fait, la demande est complètement imprévisible. Quelque chose comme on vient de voir, là, on peut... OK. Là, ça part en couille. Là, ça part en couille. Là, ça part en couille. OK. Bon. Il a dit que... Oh mon Dieu. Il a dit que l'offre était déterminée pour toujours sur le Bitcoin. J'y donne entièrement raison. Il a dit que c'était supposé justement faire en sorte qu'à long terme, le prix allait mieux se réguler puis tout ça, puis que la demande était imprévisible. Pourquoi vous pensez que le marché crache de 90%? On va dire 70 à 90% en 4 ans. Pour faire sortir tout le monde. Pourquoi? Pour que la demande soit prévisible. Si, quand tout le monde est sorti, il reste juste les gens qui émettent à peu près tout le temps le même montant aux 2 semaines, avec des transactions à gauche, à droite, qui vont faire osciller ça. Mais en général, on va avoir une courbe plate, une ligne plate, avec quelque chose qui va osciller. Là, fait qu'on a quelque chose comme ça, puis il y a quelque chose qui oscille un petit peu comme ça. Mais la courbe reste plate. Elle diverge un petit peu, mais on a une bonne idée. On va dire... ça peut osciller, on va dire, une demande entre 100 et 110 $, mais ça va rester sensiblement la même demande. Donc, on sait c'est quoi notre demande parce que le marché est purgé. Notre offre, on sait, est déterminée par l'algorithme du Bitcoin. On va toujours savoir c'est quoi l'offre. Puis notre demande, on peut la déterminer parce que le marché est purgé. Après, aussitôt que l'offre coupe de moitié, le prix part à la hausse. Donc, de dire qu'on ne peut pas déterminer la demande, c'est totalement faux, c'est absurde, c'est ridicule. C'est ridicule. Ce gars-là ne devrait pas avoir le droit d'enseigner la finance, l'économie, par rapport au Bitcoin. Il ne devrait même pas avoir le droit. Genre, sérieusement, on devrait comme... Je vais taire mes mots parce qu'il y a l'autorité de marché financier. Mais comme... Non, mon gars. Tu peux pas dire des choses comme ça. Tu peux pas dire des choses comme ça. Tu sais pas de quoi tu parles.
pas vraiment le prévoir l'année dernière. On pensait que les FNB aux États-Unis, c'était à peu près impossible. On ne le voyait pas venir. Et donc là, tout d'un coup, ça, c'est quelque chose de nouveau dans le marché. Tu le voyais pas venir. Tu le voyais pas venir. Va voir mes posts, là, sur Facebook, là. Moi, je l'ai vu venir. Tu fais quoi, toi, à l'UQAM, professeur d'économie? Tu fais quoi? Tu fais quoi? On est rendu quoi? À la troisième, quatrième bulle spéculative. Là, pour moi, c'est purement de la spéculation, ce qu'on observe à ce moment-ci. C'est pas des bulles spéculatives. C'est un conflit ou un débalancement plutôt au niveau de l'offre et la demande, comme je l'ai expliqué tantôt. Donc, on crache le marché pour pouvoir déterminer notre variable, qui est la demande. Puis notre variable, qui est l'offre, elle est déterminée par l'algorithme. En connaissant l'offre et la demande, en sachant que l'offre va couper de moitié, le prix va partir en bulle. Ce n'est pas une bulle spéculative, c'est un débalancement au niveau de l'offre et la demande. Allume. Genre, t'enseignes la finance? Ça pourrait très bien retomber. Mais est-ce que le prix va monter, en fait, avec Le halving, je ne pense pas que ça va avoir un impact. Donc, en fait, l'impact que ça fait, c'est essentiellement que les mineurs... OK, donc toi, tu penses... Au début, tu disais exactement ce que je dis là. Que l'offre et la demande, quand il y a un débalancement, ça fait monter le prix ou baisser le prix dépendamment. Mais quand l'offre est supérieure, quand la demande, est supérieure à l'offre, le prix monte. C'est ce qu'il disait au début. Puis là, il est comme... Je sais pas, il est rendu où? Genre, je sais pas, il est rendu où? Il comme... C'est correct quand on parle de n'importe quoi d'autre, mais quand on parle de Bitcoin puis de halving, il comprend plus. Genre... Il est probablement très bon en finance puis en économie traditionnelle. Mais aussitôt, vous dites Bitcoin, il comprend plus rien. vont voir leur profit réduit. Ouais. Okay, essentiellement. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que les gens investissent dans des technologies, dans des serveurs puissants, des usines de minage pour essayer d'avoir le billet de loterie gagnant, puis gagner toujours le nouveau bloc de Bitcoin. S'il y en a la moitié moins qui sont disponibles, bien, ça va faire en sorte que toute cette technologie-là va servir à rien. Les profits vont baisser et donc il va y avoir beaucoup de mineurs qui vont se retirer du marché. Donc, ceux pour lesquels ce n'était pas profitable vont se retirer du marché, puis il va y avoir essentiellement moins de mineurs sur le marché à partir Est-ce qu'il y aura un effet sur le prix de... à mon avis, ça va avoir très peu d'effet sur le prix. Si on regarde historiquement, c'est vrai que ça a suivi comme des... Historiquement, toutes les fois que le Bitcoin a fait x10, c'était après un halving. Mais ça devrait pas avoir d'effet sur le prix. Quel imbécile! Puis quand il dit que les machines deviennent désuètes et tout ça, c'est vrai que les machines vont tranquillement, pas vite, être pas adaptées au niveau du marché, mais le prix du Bitcoin monte pour venir pallier à ça, justement dû au halving. Mais il comprend pas ça encore, le petit monsieur. Hausse, mais bon, c'est des hausses très spécifiques, là, aussi. Il y avait plein d'autres événements là, qui auraient pu expliquer les hausses. À mon avis, il y a plein d'autres événements qui auraient pu expliquer les hausses, mais le principe que tu as expliqué au début, que quand l'offre se fait débalancer par une demande supérieure, le prix monte. Tu l'as dit au début, pourquoi tu comprends plus? Ce phénomène-là de halving ne devrait pas trop avoir d'impact sur le prix en tant que tel. Alexandre... Le halving n'aura pas d'impact. Le halving n'aura pas d'impact. On peut-tu zoomer plus sur ma tête? Le halving n'aura pas d'impact. Le halving n'aura pas d'impact.